Chapitre 13. Stratégie. 6 sages s'en sont venus à Jampe. Ils ont gravi un mont, n'en sont pas retournés. Ils ont perdu leur peau et ont trouvé leur chair, et se sont envolés sur des ailes de pierre. 5 sages se sont venus à Jampe, ont suivi un chemin ni pente ni montée, fendu, multiplié, puis en un seul changé, ont laissé une tâche encore inachevée. 4 sages s'en sont venus à Jampe. Un langage muet se sont mis à parler, ont supplié la reine de les laisser partir. Ce qu'ils sont devenus, nul ne peut rien en dire. 3 sages s'en sont venus à Jampe, avaient aidé un roi à rester couronné, mais quand ils ont tenté de gravir le sommet, dans une chute affreuse, ils en sont retombés. 2 sages s'en sont venus à Jampe. Nobles étaient les dames qu'ils ont trouvées, ont oublié leur quête et vécu amoureux, plus avisés, qui sait, que certains avant eux. Un sage s'en est venu à Jampe, a écarté la reine et puis le couronné, a rempli sa mission, est tombé endormi, à l'abri des rochers, ses os il a remis. Aucun sage ne vient à Jampe, pour gravir aucun mont sans jamais retourner, c'est être bien plus sage et courageux encore que de rester chez soi et d'affronter la mort. Fitz, tu es réveillé? Le fou était penché sur moi, le visage tout proche du mien. Il paraissait inquiet. Je crois. Je refermai les yeux. Des images et des pensées voltigeaient dans ma tête, sans que je pusse savoir lesquelles m'appartenaient. Mais était-il important de le déterminer? Je ne m'en souvenais plus. Fitz! C'était Ketriken qui me secouait. Redressez-le! Suggéra Astérie. Ketriken m'attrapa vivement par le devant de la chemise et me tira en position assise. Ce brusque changement d'assiette me donna le vertige. Je ne comprenais pas pourquoi il tenait tant à ce que je me réveille en pleine nuit. Je le leur dis. Il est midi, répondit Ketriken d'un ton grave. La tempête fait rage depuis la nuit. Elle me regarda de plus près. Avez-vous faim? Voulez-vous une tasse de tisane? Tandis que j'essayais de faire le tri de mes envies, j'oubliais sa question. Il y avait trop de gens qui murmuraient autour de moi, et j'étais incapable de faire la part de leurs pensées et des miennes. Je vous prie de m'excuser, dis-je poliment à la femme. Que m'avez-vous demandé? Fitz! Siffla l'homme au teint pâle, exaspéré. Il tendit la main derrière moi et ramena un pactage. Il a de l'écorce elfique là-dedans. C'est Imbre qui la lui a donné. Ça devrait le remettre sur pied. Il n'a pas besoin de ça! Fit une vieille femme d'un ton sec. Elle s'approcha de moi à 4 pattes et me pinça durement l'oreille. Ouille, caudron! Exclamai-je en essayant de m'écarter. Elle continua de me tenir douloureusement l'oreille. Réveillez-vous! Ordonna-t-elle d'un ton sévère. Tout de suite! Je suis réveillé! Promis-je. Et après m'avoir lancé un coup d'œil menaçant, elle me lâcha. Pendant que je promenais mon regard autour de moi, un peu éberlué, elle marmonna d'un ton irrité. Nous sommes trop près de cette satanée route. La tempête souffle toujours dehors? Demandai-je hébété. Ça ne fait jamais que 6 fois qu'on vous le répète, repartit Astérie. Mais l'inquiétude perçait sous son ironie. J'ai fait des cauchemars cette nuit. Je n'ai pas bien dormi. Je regardais mes compagnons serrés autour du petit brasero. Quelqu'un avait bravé le vent pour reconstituer la réserve de bois. Une casserole était suspendue au-dessus du feu, pleine à déborder de neige en train de fondre. Où est-il de nuit? Demandai-je, dès que je me fus rendu compte de son absence. À la chasse, répondit Ketriken. Sans beaucoup de résultats, fut l'écho qui me vint de la montagne au-dessus de nous. Je sentais le vent qui lui ébouriffait le poil. Il tenait ses oreilles rabattues. Il n'y a pas une proie dehors par ce temps. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Rentre te mettre au chaud, proposai-je.
À cet instant, Caudron se pencha vers moi et me pinça durement le bras. Je m'écartai en poussant un cri. Restez avec nous, fit-elle sèchement. Que faisons-nous demandai-je en me rasseyant et en me frottant le bras. Le comportement de mes compagnons me paraissait incompréhensible. Nous attendons que la tempête s'apaise, me dit Astérie. Elle s'approcha pour me dévisager. Fitz, que vous arrive-t-il? Je ne vous sens pas vraiment avec nous. Je ne sais pas, répondis-je avec sincérité. J'ai l'impression d'être englué dans un rêve, et si je ne fais pas un effort pour demeurer éveillé, je commence à me rendormir. Eh bien, faites cet effort, me conseilla Caudron d'un ton bourru. Je ne m'expliquais pas l'irritation que je semblais lui inspirer. Il vaudrait peut-être mieux qu'il dorme, intervint le fou. Il a l'air épuisé, et, d'après ses bonds et ses glapissements de la nuit dernière, ses rêves ne devaient pas être reposants. Il se reposera donc mieux en restant éveillé qu'en les retrouvant, rétorqua Caudron, inflexible. Elle m'enfonça soudain un doigt dans les côtes. Parlez-nous, Fitz. De quoi demandai-je. Ketriken se glissa aussitôt dans la brèche. Avez-vous rêvé de vérité cette nuit? Est-ce Dartizé qui vous a mis dans cet état d'hébétude? Je soupirai. On ne répond pas par un mensonge à une question de sa reine. Oui. Puis, voyant son regard s'illuminer, je me sentis tenu d'ajouter. Mais c'était un rêve qui ne vous réconfortera guère. Il est vivant, et il se trouve dans un lieu froid et venteux. Il m'a empêché d'en voir davantage, et quand j'ai voulu savoir où il était, il m'a simplement ordonné de le retrouver. Pourquoi une telle attitude? Demanda Ketriken. À son expression peinée, on eût cru que Vérité lui-même l'avait repoussé. Il m'a sévèrement mis en garde contre tout emploi de l'art. J'étais en train d'observer Molly et Buriche. Ces mots m'arrachèrent la bouche, car je n'avais nulle envie d'évoquer ce que j'avais vu alors. Vérité m'a écarté d'eux et m'a prévenu que nos ennemis risquaient de les trouver par mon biais et de leur faire du mal. Je pense que c'est la raison pour laquelle il m'a dissimulé son environnement. Il redoutait que, si je le reconnaissais, Royal ou son clan ne soient capables de le lire dans mon esprit. Craint-il qu'il le recherche lui aussi? Fit Ketriken d'un air étonné. C'est l'impression que j'ai eue. Je n'ai perçu aucune peur en lui, mais il semble penser qu'ils vont essayer de le trouver, physiquement ou par l'art. Pourquoi Royal se donnerait-il cette peine alors que tous le croient mort? Me demanda Ketriken. Je haussai les épaules. Peut-être pour s'assurer qu'il ne reviendra jamais démontrer le contraire. Je ne sais pas vraiment, ma reine. Je sens que mon roi me cache beaucoup de choses. Il m'a averti que le clan dispose de pouvoirs nombreux et redoutables. Mais Vérité est de taille à l'affronter, n'est-ce pas? Fit Ketriken avec une confiance d'enfant. Il maîtrise une tempête de pouvoir, comme je n'en ai jamais vu, madame. Mais il lui faut toute sa volonté pour la dompter. Ce genre de maîtrise n'est qu'illusion, marmonna Caudron. Un piège destiné à tromper l'imprudent. Le roi Vérité n'a rien d'un imprudent, dame Caudron, répliqua Ketriken avec colère. Non, en effet, intervins-je d'un ton conciliant. Et c'est moi qui décris la situation ainsi, non le roi Vérité, madame. Je m'efforce seulement de vous faire comprendre que ce qu'il fait à présent dépasse mon entendement. Je ne peux que lui souhaiter de savoir dans quoi il se lance et obéir à ses ordres. Le trouver, oui, dit Ketriken. Elle soupira. J'aimerais pouvoir me remettre en route à l'instant, mais seul un fou défierait une telle tempête. Tant que nous demeurerons ici, Fitz Chevalerie sera constamment en danger, intervint Caudron. Tous les regards convergèrent sur elle. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Caudron? Demanda Ketriken. La vieille femme hésita. C'est visible. Si on ne l'oblige pas à parler, ses pensées divaguent, ses yeux se vident.
Il ne peut pas s'endormir sans que l'art s'empare de lui. Il est évident que la route est responsable de son état. Ce que vous décrivez est exact, mais il ne me paraît pas du tout évident que la route soit en cause. Ces symptômes pourraient provenir d'une fièvre consécutive à sa blessure ou de... Non. Avec audace, j'interrompis ma reine. C'est bien la route. Je n'ai pas de fièvre, et je ne ressentais rien de tel avant que nous ne l'empruntions. Expliquez-moi, ordonna Kétriken. Je ne comprends pas moi-même le phénomène. Je peux seulement supposer que l'art a présidé, j'ignore comment, à la construction de cette route. Elle est plus rectiligne et plus égale qu'aucune de ma connaissance. Nul arbre, nulle plante ne s'y enracine, bien qu'elle soit peu fréquentée. Elle ne porte aucune trace d'animaux. Et avez-vous observé hier l'arbre qui s'y était abattu? La souche et les branches supérieures étaient encore presque en bon état, mais toute la partie du tronc qui reposait sur la route était pourrie, quasiment réduite en poussière. Une force vit encore dans cette route pour qu'elle demeure si nette et si dégagée. Et cette force, dont j'ignore ce qu'elle est, je pense qu'elle est liée à l'art. Kétriken médita un moment ma déclaration. Que proposez-vous? Demanda-t-elle enfin. Je haussai les épaules. Rien pour l'instant. La tente est bien arrimée. Nous serions fous d'essayer de la déplacer par ce vent. Je dois simplement avoir conscience du danger que je cours et tenter de l'éviter. Et demain, ou du moins quand la tempête tombera, il me faudra longer la route au lieu de marcher dessus. Ça ne changera pas grand-chose à l'affaire, grommela Caudron. Peut-être, mais comme elle nous sert de guide pour retrouver Vérité, il serait inconséquent de la quitter. Vérité y a survécu, or il était seul. Je me tue en songeant que certains fragments de rêves d'art où mon roi figurait m'apparaissaient à présent plus compréhensibles. Je me débrouillerai. L'expression dubitative des visages qui m'entouraient n'avait rien de rassurant. Sans doute si vous ne pouvez pas faire autrement, conclut Kétriken d'un ton lugubre. Si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, fils chevalerie, je n'en vois aucune, dis-je franchement. Si, il faut lui occuper l'esprit autant que possible, intervint Caudron. Ne pas le laisser à ne rien faire, ni dormir excessivement. Astérie, vous avez votre harpe, n'est-ce pas? Ne pourriez-vous pas chanter pour nous? J'ai une harpe, la reprit Astérie d'un ton amer. Un bien piètre instrument à côté de celle qui m'a été confisquée à œil de lune. L'espace d'un instant, son visage se figea, et ses yeux se vidèrent de toute expression. Était-ce à cela que je ressemblais quand l'art s'emparait de moi? Caudron lui tapota affectueusement le genou, et Astérie sursauta. Cependant, c'est tout ce que j'ai sous la main, et j'en jouerai si vous pensez que cela peut être utile. Elle prit son paquetage derrière elle et en sortit une harpe emballée. Lorsqu'elle défit la protection, je constatai qu'il ne s'agissait en effet guère que d'un cadre de bois sur lequel étaient tendues des cordes. L'instrument avait en gros la forme de son ancienne harpe, mais sans la grâce, ni le lustre. Et l'un était à l'autre ce que les épées d'exercice de Hode étaient à une épée de qualité. Un outil pratique et fonctionnel, rien de plus. Pourtant, la ménestrelle posa l'objet sur ses genoux et se mit à l'accorder. Elle avait commencé à jouer les premières notes d'une vieille ballade servienne quand elle fut interrompue par l'apparition d'un museau enneigé à l'entrée de la tente. « Œil de nuit !» s'exclama joyeusement le fou. « J'ai de la viande à partager, » dit le loup avec fierté. « Plus qu'il n'en faut pour bien s'empiffrer. » Ce n'était pas une exagération. Quand je sortis de la tente à quatre pattes pour voir ce qui l'avait tué, je me trouvais devant une sorte de sanglier. Il possédait les mêmes défenses et le même poil rude que ceux auxquels j'avais donné la chasse par le passé, mais il était de plus grande taille et son pelage était tacheté noir et blanc. Kétriken me rejoignit et s'émerveilla en disant qu'elle avait vu peu de ces créatures jusque-là, mais qu'elles vivaient au fond des forêts et qu'elles avaient la réputation d'un gibier peu commode, à éviter de préférence.
De sa main gantée, elle gratta le loup derrière l'oreille en le complimentant à l'excès de sa bravoure et de son habileté, au point qu'il se laissa tomber dans la neige terrassé d'orgueil. Je le regardais qui se vautrait par terre, et je ne pus retenir un sourire moqueur. Il se redressa aussitôt, me pinça méchamment le mollet et m'ordonna d'éventrer la bête. La viande était grasse et de belle qualité. Ketriken et moi effectuâmes le plus gros du dépeçage, car le froid harcelait impitoyablement le fou et Caudron, et Astérie fut dispensé de la corvée pour préserver ses mains de harpiste. Le froid et l'humidité n'étaient pas le meilleur remède pour ses doigts encore convalescents. Je ne m'en plaignis pas. Le travail lui-même et les rudes conditions dans lesquelles nous l'effectuions empêchaient mon esprit de s'égarer, et je prenais un curieux plaisir à me trouver seul en compagnie de Ketriken, même en de telles circonstances, car, en partageant cette humble tâche, nous pouvions tous deux oublier rang et passé et n'être plus que deux individus dans le froid qui se réjouissaient de la qualité de la viande. Nous en découpâmes de longues lanières qui cuiraient rapidement sur le petit brasero, en quantité suffisante pour rassasier chacun. Œil de Nuit s'appropria les entrailles et fit bombance du cœur et du foie, puis d'une pâte avant dont il broya les os avec délectation. Il entra dans la tente avec son trophée craquant, et nul ne fit le moindre commentaire, sinon pour le féliciter sur le loup couvert de sang et de neige qui, allongé le loup d'une des parois de la yourte, mastiquait bruyamment. Je le trouvai insupportablement satisfait de lui-même, et le lui dis. Il se contenta de répondre qu'il n'avait jamais eu gibier plus difficile à tuer, ni à rapporter intact pour le partager. Pendant ce temps, le fou ne cessait de lui gratter les oreilles. Bientôt, une savoureuse odeur de viande grillée envahit la tente. Il y avait plusieurs jours que nous n'avions pas mangé de venaison fraîche, et le froid que nous avions affronté la rendait doublement appétissante. Ragaillardi, nous en vînmes presque à oublier les hurlements du vent et le froid âpre qui enserrait notre petit abri. Une fois tous repus, Caudron prépara de la tisane. Je ne sais rien qui réchauffe mieux qu'un repas de viande, une tisane et la présence de bons amis. C'est l'esprit de la meute, observa Œil de Nuit, comblé de son coin. Et je ne pus qu'acquiescer. Astérie s'essuya les doigts et reprit sa harpe au fou qui avait demandé à l'examiner. À mon grand étonnement, il se pencha sur la ménestrelle et dit, en suivant d'un doigt pâle le cadre de l'instrument, « Si j'avais mes outils, je donnerais un coup de rabot ici, et je arrondirais tout ce côté. À mon avis, vous le tiendriez mieux. » Astérie le dévisagea avec suspicion, mais elle chercha en vain dans son expression une trace de moquerie. « Mon maître, dit-elle d'un ton circonspect, comme si elle s'adressait à nous tous, qui m'a enseigné à jouer de la harpe, était aussi très doué pour les fabriquer. Trop, peut-être. Il a essayé de me transmettre son art, et j'en ai appris les rudiments. Mais il ne supportait pas de me voir massacrer du beau bois, selon son expression. Je n'ai donc jamais su les étapes les plus délicates de la fabrication d'une harpe. Si nous étions à Jampe, je vous laisserais massacrer autant de bois que vous le souhaiteriez. La pratique est le seul apprentissage valable. Mais, pour l'instant, même avec les couteaux que nous possédons, je pense pouvoir donner une forme plus gracieuse à ce cadre, dit le fou avec sincérité. Eh bien, je ne dis pas non, répondit Astérie. Je me demandais depuis quand ils avaient cessé les hostilités, et me rendis compte que, depuis quelques jours, je ne prêtais plus guère attention qu'à moi-même. J'avais accepté le fait que j'intéressais Astérie seulement dans la mesure où elle pourrait être présente si j'accomplissais quelque haut fait. Et je n'avais pas insisté pour obtenir son amitié. Quant à Ketriken, son rang et sa peine érigeaient entre nous une barrière que je ne m'étais pas risqué à abattre. Caudron, elle, manifestait une telle réticence à parler d'elle-même que toute conversation approfondie était difficile. Mais je ne me voyais pas d'excuse pour avoir exclu le fou et le loup de mes pensées. Quand tu dresses tes murs pour te protéger de ceux qui te veulent du mal, ce n'est pas seulement ton art que tu enfermes dans ta tête, fit Œil de Nuit.
Je méditais cette déclaration. Il me semblait en effet que mon vif et ma perception des autres s'étaient un peu affaiblis ces derniers jours. Peut-être mon compagnon avait-il raison. Caudron m'enfonça brutalement un doigt dans les côtes. Ne vous égarez pas, me gourmanda-t-elle. Je réfléchissais, c'est tout, rétorquai-je. Eh bien, réfléchissez tout haut. Je n'ai pas d'idée qui vaille de les partager pour l'instant. Mon manque de coopération m'attira un regard noir de Caudron. Récite-nous quelque chose dans ce cas, intervint le fou. Ou bien chante. Fais ce qu'il faut pour te concentrer sur ce qui se passe ici. Bonne idée, fit Astérie, et ce fut mon tour d'adresser un regard noir au fou. Mais tous les yeux étaient désormais tournés vers moi. Je pris une inspiration et tâchai de trouver un poème à réciter. Tout le monde ou presque a une histoire préférée, ou sait par cœur un bout de poésie. Mais la plus grande partie de l'instruction que j'avais reçue portait sur les plantes toxiques et autres domaines de l'art de l'assassinat. Je connais une chanson, dis-je finalement à contre-cœur. Le sacrifice de feu croisé. Caudron se renfrogna, mais Astérie joua les premières notes de la ballade avec un sourire amusé. Après un faux départ, je me lançai, et ne me débrouillais pas si mal, ma foi, bien qu'une ou deux fausses notes fissent grimacer Astérie. Pour quelque mystérieuse raison, le choix de ma chanson avait déplu à Caudron, qui ne me quitta pas des yeux, l'air revêche. Quand j'eus fini, Kétriken prit ma place pour chanter une ballade de chasse des montagnes. Puis, le fou nous réjouit avec une chanson paillarde, où il était question de courtiser une fille de laiterie. Il me sembla lire une admiration involontaire dans le regard d'Astérie devant le brio du fou. Restait Caudron, et je m'attendais à ce qu'elle décline d'enchaîner, mais non. Elle chanta la vieille comptine. 6 sages s'en sont venus à Jampe. Ils ont gravi Amont, n'en sont pas retournés. Sans cesser de me regarder, comme si chaque mot qu'elle prononçait de sa voix fêlée était une pique à moi destinée. Mais s'il dissimulait une insulte, elle m'échappa complètement, de même que la raison de son irritation. Les loups chantent ensemble, me dit Œil de Nuit à l'instant où Kétriken s'adressait à la ménestrelle. Jouez-nous un morceau que nous connaissions tous, Astérie, et qui nous donne du cœur. La jeune femme interpréta une vieille chanson qui parlait de cueillir des fleurs pour sa bien-aimée, et nous la reprîmes tous en chœur, certains avec plus d'émotion que d'autres. Comme la dernière note de la harpe mourait, Caudron dit « Le vent tombe ». Nous tendîmes tous l'oreille, puis Kétriken se glissa hors de la tente. Je l'imitais, et nous nous tînmes silencieux dans le vent qui s'apaisait. Le crépuscule avait volé les couleurs du monde, et, dans le sillage de la tempête, la neige s'était mise à tomber à gros flocons. La tourmente s'est épuisée, fit Kétriken. Nous pourrons reprendre notre route demain. J'en serai soulagé, dis-je. Rejoins-moi, rejoins-moi, répétaient les battements de mon cœur. Quelque part dans ces montagnes, ou, au-delà, se trouvait vérité. Et le fleuve d'art. Moi aussi, murmura Kétriken. Que n'ai-je suivi mon instinct l'année dernière et poussé jusqu'aux confins de la carte. Mais j'ai réfléchi et j'ai conclu que je ne saurais faire mieux que vérité. De plus, je craignais de mettre son enfant en péril. Un enfant que j'ai néanmoins perdu. J'ai ainsi doublement trahi vérité. Trahi vérité? M'exclamai-je horrifié. En perdant son enfant? Son enfant, sa couronne, son royaume, son père aussi. Que ne m'a-t-il confié que je n'ai pas perdu? Fit ce chevalerie. Tout en me précipitant de tout mon cœur à sa recherche, je me demande comment je pourrais le regarder dans les yeux. Oh, ma reine, vous vous trompez, je vous l'assure. Il n'a sûrement pas le sentiment que vous l'avez trahi, mais il doit craindre de vous avoir abandonné au milieu du plus grand danger. Il n'a fait que se rendre là où son devoir l'appelait, chuchota Kétriken. Puis, d'une voix plaintive. Ah, Fitz, comment pouvez-vous faire l'interprète de ces sentiments alors que vous n'êtes même pas capable de me dire où ils se trouvent?
Où il se trouve, ma reine, est un simple renseignement, un point sur une carte. Mais ses émotions, ce qu'il ressent pour vous, c'est son souffle même. Et quand nous sommes reliés par l'art, je sais ces choses-là, parfois malgré moi. Je me rappelais certaines occasions où j'avais eu connaissance, bien involontairement, des émois que sa reine inspirait à vérité, et je me réjouis que l'obscurité dissimulât mon visage à Kétriken. Comme j'aimerais pouvoir apprendre cet art. Savez-vous à quel point et combien souvent je vous en ai voulu, parce que vous pouviez communiquer avec celui qui me manque et sonder sans difficulté son cœur et son âme? La jalousie est une vilaine émotion, et je me suis toujours efforcé de la chasser de moi. Mais parfois, il me semble une injustice monstrueuse que vous soyez ainsi unis à lui et pas moi. Jamais il ne m'était venu à l'esprit qu'elle pût nourrir de tels sentiments. L'art est une malédiction autant qu'une bénédiction, fis-je, gêné. Même si je pouvais vous en faire cadeau, madame, je ne sais pas si j'aurais envie de l'imposer à une amie. Pour percevoir sa présence et son amour, ne fût-ce qu'un instant, Fitz. Pour cela, j'accepterais n'importe quelle malédiction. Pouvoir le sentir me toucher, sous quelque forme que ce soit. Imaginez-vous à quel point il me manque? Je crois, madame, répondis-je à mi-voix. Molly, comme une main agrippée à mon cœur. Elle tranchait de durs navets d'hiver sur la table. Le couteau était émoussé. Il faudrait demander à Burige de l'aiguiser s'il rentrait à cause de la pluie. Il coupait du bois pour le vendre demain au village. Il travaillait trop. Sa jambe lui ferait mal ce soir. Fitz! Fitz, chevalerie! Je me retrouvai brusquement devant Kétriken, qui me secouait par les épaules. Pardon, murmurai-je. Je me frottais les yeux, puis éclatai de rire. Quelle ironie! Toute ma vie, j'ai eu le plus grand mal à me servir de l'art. Il allait et venait comme le vent dans les voiles d'un navire. Tout d'un coup, voici qu'artiser m'est aussi facile que respirer. Et j'en meurs d'envie. Mais Vérité m'a recommandé de n'en rien faire, et je dois croire qu'il a raison. Moi aussi, fit Kétriken d'un ton las. Nous demeurâmes encore un moment dans le noir, et je dus résister à l'impulsion soudaine de passer le bras autour des épaules de ma reine, pour l'assurer que tout irait bien, que nous retrouverions son époux et roi. L'espace d'un instant, j'avais revu la grande et mince jeune fille venue des montagnes pour épouser Vérité. Mais j'avais de nouveau devant moi la reine des Six-Duchés, et j'avais constaté sa force. Elle n'avait sûrement pas besoin du réconfort de quelqu'un comme moi. Nous prélevâmes quelques lanières de viande sur le sanglier qui gelait peu à peu, puis rejoignîmes nos compagnons sous la tente. Œil de Nuit dormait, repu. Le fou tenait la harpe d'Astérie entre ses genoux et, à l'aide d'un couteau à dépecer en guise de plane, adoucissait certaines lignes du cadre. La ménestrelle, assise à ses côtés, l'observait en s'efforçant de ne pas avoir l'air inquiète. Caudron avait pris une petite poche qu'elle portait accrochée au cou et en avait tiré une poignée de petites pierres polies qu'elle triait. Tandis que Kétriken et moi allumions un petit feu dans le brasero et préparions la viande, Caudron essaya de m'expliquer les règles de son jeu, sans grand succès. Elle finit par renoncer en s'exclamant « Vous comprendrez quand vous aurez perdu 2 ou 3 fois. » Je perdis plus de 2 ou 3 fois. Elle m'obligea à jouer des heures après que nous eûmes dîné. Le fou, lui, continua de raboter la harpe d'Astérie en s'interrompant fréquemment pour redonner du tranchant au couteau. Kétriken resta silencieuse, presque morose, jusqu'au moment où le fou s'aperçut de son humeur mélancolique et se mit à évoquer Castelserre avant qu'elle y vînt. Je tendis l'oreille et me trouvai pris dans les souvenirs de l'époque où les pirates rouges n'étaient encore qu'un conte, et où ma vie était, sinon heureuse, du moins sans risque. Peu à peu, la conversation porta sur les divers ménestrels, célèbres ou peu connus, qui avaient joué à Castelserre, et Astérie harcela le fou de questions à leur sujet.
Je ne tardais pas à m'absorber dans le jeu des cailloux. Étrangement apaisant, les pierres étaient rouges, noires et blanches, lisses et agréables au toucher. Le joueur devait en tirer un certain nombre au hasard et les placer à l'intersection des lignes dessinées sur un tissu. C'était un jeu à la fois simple et complexe. Chaque fois que je remportais une partie, Caudron m'exposait aussitôt une stratégie plus élaborée qui m'absorbait tout entier et libérait mon esprit de tout souvenir et de toute réflexion. Enfin, alors que les autres s'assoupissaient déjà dans leur pot de couchage, Caudron disposa les cailloux sur le damier et me demanda d'étudier ce nouveau jeu. On peut gagner d'un seul déplacement de la pierre noire, me dit-elle. Mais la solution n'est pas facile à voir. J'examinai l'agencement des cailloux, puis secouai la tête. Combien de temps vous a-t-il fallu pour apprendre à jouer? Elle eut un petit sourire. J'apprenais vite étant enfant. Mais je dois reconnaître que vous êtes encore plus rapide. Tiens. Je croyais que ce jeu venait d'un pays lointain. Non. C'est un vieux jeu servien. Je n'ai jamais vu personne le pratiquer. Ce n'était pas rare quand j'étais petite, mais on ne l'enseignait pas à tout le monde. Toutefois, ce n'est pas la question qui nous occupe pour le moment. Étudiez la disposition des cailloux et, au matin, donnez-moi la solution. Elle laissa les pierres telles qu'elle les avait placées sur le tissu, près du brasero. Les longues séances de mémorisation auxquelles Imbre m'avait contraint me furent utiles. Quand je me couchais, je visualisais le damier et me donnais un seul caillou noir pour gagner. Les déplacements possibles étaient nombreux, car une pierre noire pouvait prendre la place d'une rouge et l'obliger à se positionner sur une autre intersection. Et une rouge en faire autant avec une blanche. Je fermais les yeux, mais conservais l'image du jeu, et essayais plusieurs combinaisons de déplacements jusqu'au moment où je m'endormis. J'ignore si je rêvais du jeu ou pas du tout. En tout cas, les songes d'art me laissèrent tranquille. En revanche, à mon réveil au matin, je n'avais toujours pas de solution au problème que Caudron m'avait soumis. Premier lever, je me glissai hors de la tente et revins avec une casserole pleine de neige à faire fondre pour la tisane du petit déjeuner. Il faisait nettement plus chaud que les jours précédents, et je m'en sentis ragaillardi, tout en me demandant si le printemps s'était déjà installé dans les basses terres. Avant que mon esprit ait le temps de s'égarer à nouveau, je m'assis pour réfléchir au jeu. À cet instant, Œil de Nuit vint poser sa tête sur mon épaule. J'en ai assez de rêver de petits cailloux. Lève les yeux et regarde l'ensemble, petit frère. Il s'agit d'une meute, pas de chasseurs isolés. Tiens, cette pierre-là, mets-la noire à la place. Et au lieu de te servir de la rouge pour déplacer une blanche, pose-la ici pour refermer le piège. C'est tout. Je m'émerveillai encore de la miraculeuse simplicité de la solution d'Œil de Nuit quand Caudron s'éveilla. Avec un sourire ironique, elle me demanda si j'avais trouvé la réponse. En guise de réponse, je pris une pierre noire dans la poche et effectuai les arrangements préconisés par le loup. La mâchoire de Caudron en tomba de stupéfaction. La vieille femme me regarda, abasourdie. Personne n'a jamais résolu ce problème aussi rapidement, dit-elle enfin. On m'a aidé, avouai-je penaud. C'est le loup qui a trouvé, pas moi. Caudron écarquilla les yeux. Vous vous moquez d'une vieille femme, me reprocha-t-elle. Mais le ton était hésitant. Pas du tout. Elle paraissait vexée. J'ai réfléchi la plus grande partie de la nuit. Je crois même avoir rêvé de stratégie. Mais, à mon réveil, c'est Œil de Nuit qui avait la solution. Elle se tut un moment. Je prenais Œil de Nuit pour un animal savant, une bête capable d'obéir à vos ordres, même quand vous ne les donniez pas à haute voix. Et voici que vous le prétendez en mesure de comprendre la logique d'un jeu. Allez-vous me dire qu'il comprend aussi mes paroles? À l'autre bout de la tente, Astérie, appuyée sur un coude, écoutait notre échange. J'essayais de concevoir un moyen de ne pas révéler la vérité, puis je rejetais violemment ces solutions. Carrant les épaules, comme si je rendais compte à vérité en personne, je parlais d'une voix nette.
Nous sommes liés par le vif. Ce que j'entends, ce que je comprends, il le comprend comme moi. Ce qui l'intéresse, il l'apprend. Je ne prétends pas qu'il saurait lire un manuscrit, ni se rappeler une chanson, mais si une chose l'intrigue, il y pense à sa façon, celle d'un loup la plupart du temps. Mais parfois la façon dont n'importe quel homme si... J'avais du mal à énoncer clairement ce que je ne concevais pas bien moi-même. Il a considéré le jeu comme une meute de loups en train de chasser un gibier, non comme un assemblage de pions noirs, rouges et blancs, et il a vu quelle direction il devait prendre, s'il chassait avec cette meute, pour accroître la probabilité d'une prise. J'imagine que moi aussi, parfois, j'adopte son point de vue, celui d'un loup. Ça n'a rien de répréhensible à mon sens, c'est seulement une manière différente de percevoir le monde. Il subsistait une trace de peur superstitieuse dans le regard de Caudron qui allait et venait entre le loup endormi et moi. Œil de Nuit choisit cet instant pour agiter mollement la queue afin d'indiquer qu'il savait pertinemment être le sujet de notre conversation. Caudron frissonna. Ce que vous faites avec lui, est-ce comme artiser entre humains, mais avec un loup? Je commençai à faire non de la tête, puis me repris et haussai les épaules. Au début, le vif est plutôt un partage. C'était vrai surtout quand j'étais enfant, avec mon compagnon de vif. Je suivais des odeurs, je pourchassais un poulet pour le voir courir, je savourais un repas en commun. Mais quand deux êtres restent ensemble aussi longtemps qu'Œil de Nuit et moi, la relation se modifie. Elle passe au-delà des émotions. Elle n'est jamais vraiment exprimable par des mots. J'ai davantage conscience de l'animal dans lequel vit mon esprit. Et lui a davantage conscience de penser. De penser à ce qui se passe avant et après une action. On devient conscient d'être toujours en train de faire des choix, et on réfléchit afin de faire les meilleurs. Exactement. Je répétais ces propos à Caudron. Œil de Nuit s'était redressé. Il s'étira longuement, puis se rassit, et regarda la vieille femme, la tête penchée. Je vois, dit-elle d'une voix défaillante. Je vois. Là-dessus, elle se leva et quitta la tente. Astérie s'étira elle aussi. Voilà qui éclaire d'un jour tout à fait nouveau le fait de lui gratter les oreilles, remarqua-t-elle. Le fou éclata d'un rire bref, s'assit dans sa peau de couchage et tendit le bras pour gratter Œil de Nuit derrière l'oreille. Le loup s'écroula sur lui, ravi. Après avoir émis un grondement méprisant à leur adresse, je me remis à préparer la tisane. Nous mîmes plus de temps que prévu pour emballer nos affaires et reprendre la route. Une épaisse couche de neige humide couvrait tout et lever le camp fut singulièrement compliqué. Nous découpâmes ce qui restait du sanglier et l'empaquetâmes. Les gepas furent réunis. Malgré la tempête, ils ne s'étaient guère éloignés. Le secret semblait résider dans le sac de grains sucrés que Kétriken gardait toujours sur elle pour attirer l'animal de tête. Quand nous fûmes enfin chargés et prêts à partir, Caudron déclara qu'il ne fallait pas me laisser marcher sur la route, et que quelqu'un devait toujours me tenir compagnie. Je me hérissai, mais nul n'y prêta attention. Le fou se porta volontaire pour prendre le premier tour. À quoi Astérie réagit en secouant la tête avec un curieux sourire. Je supportais de me faire ainsi ridiculiser en boudant vaillamment. Nul n'y prêta attention non plus. Peu de temps après, les femmes et les gepas cheminaient gaillardement sur la route, tandis que le fou et moi pataugions péniblement dans la neige du replat qui l'allongeait. Caudron se retourna vers nous en brandissant son bâton de marche. « Éloignez-le davantage !» cria-t-elle au fou. « Écartez-vous jusqu'à l'extrême limite où vous pourrez nous voir. Allez, allez !» Docilement, nous nous enfonçâmes donc dans les bois. Dès que nous fûmes hors de vue, le fou me demanda d'un ton excité. « Qui est Caudron ?» « Tu en sais autant que moi, répondis-je laconiquement. Puis, une autre question me vint. Qu'y a-t-il entre Astérie et toi maintenant ? Il haussa les sourcils et me fit un clin d'œil salace. Ça m'étonnerait beaucoup, répondis-je. Ah, tout le monde n'est pas insensible comme toi à mes charmes, Fitz.
Que te dire? Elle me désire, son âme se consume d'amour pour moi, mais elle ne sait pas l'exprimer, la malheureuse. Je renonçai. Ce n'était pas une bonne question. Que voulais-tu dire en me demandant qui est Caudron? Il me lança un regard apitoyé. Ce n'est pourtant pas compliqué, petit prince. Qui est cette femme qui en sait si long sur ce qui te tourmente, qui tire soudain d'une poche un jeu dont je n'ai trouvé aucune mention qu'une seule fois dans un très vieux manuscrit, qui chante si sage sans son venu à Jampe, en y ajoutant 2 couplets que je n'ai jamais entendus, qui, ô lumière de ma vie, est Caudron. Et pourquoi une femme aussi antique a-t-elle choisi de passer ses derniers jours à courir les montagnes en notre compagnie? Tu es en verve ce matin, observai-je avec aigreur. N'est-ce pas? Et toi, tu es presque aussi habile que moi à éviter les questions. Allons, ce mystère a bien dû t'inspirer quelques réflexions à partager avec un pauvre fou, non? Elle ne m'a pas fourni assez de renseignements sur elle-même pour que je puisse émettre la moindre conjecture, répliquai-je. Eh bien, que peut-on supposer sur quelqu'un qui surveille aussi étroitement sa langue, qui semble avoir quelques connaissances sur l'art, et sur les anciens jeux de serre et la poésie d'autrefois? Quel âge lui donnes-tu? Je haussai les épaules, puis un souvenir me revint tout d'un coup. Elle n'a pas apprécié que je chante la ballade sur le clan des feux croisés. C'est peut-être ta façon de chanter qui lui a déplu, tout simplement. Ne commençons pas à nous raccrocher à n'importe quoi. Je souris malgré moi. Il y a si longtemps que tu n'en sais plus de pique que c'est presque un soulagement de t'entendre te moquer de moi. Si j'avais su que ça te manquait, tu aurais repris plus tôt mes turlupinades. Il me fit un sourire complice, puis redevint grave. Fit de chevalerie. Le mystère plane sur cette femme comme les mouches sur de la bière renversée. Elle empeste littéralement les prémonitions, les présages et les signes. Je crois qu'il est temps que l'un de nous lui tire les vers du nez. Il me sourit. Ta meilleure chance ce sera cet après-midi, pendant qu'elle sera de garde avec toi. Fais preuve de subtilité, naturellement. Demande-lui qui était roi quand elle était petite. Et aussi, pourquoi on l'a exilée. Exilée? Je m'esclaffai. Ton imagination travaille trop. Crois-tu? Moi pas. Pose-lui la question, et veille à me rapporter tout ce qu'elle n'aura pas dit. Et en échange de tout ça, tu m'apprendras ce qu'il y a entre Astérie et toi? Il me jeta un coup d'œil oblique. Tu sais, je ne suis pas sûr d'être capable de te donner une réponse. Parfois tu me surprends, Fitz. Rarement, bien sûr. La plupart du temps, c'est moi-même qui me surprends. Comme quand je me porte volontaire pour patauger dans la neige en zigzagant entre les arbres en compagnie d'un bâtard, alors que je pourrais marcher à mon aise sur une avenue parfaitement rectiligne derrière un chapelet de charmants gepas. Je ne parvins pas à lui arracher davantage de renseignements ce matin-là. L'après-midi, ce ne fut pas Caudron, mais Astérie qui m'accompagna. Je m'attendais à de l'attention entre nous. Je n'avais pas oublié qu'elle avait échangé ce qu'elle savait sur ma fille contre sa participation à l'expédition. Cependant, les jours passant, ma colère envers elle s'était muée en simple circonspection. Je savais qu'elle n'aurait aucun scrupule à retourner contre moi la moindre confidence. Aussi m'étais-je apprêté à surveiller ma langue avec la volonté arrêtée de ne pas parler de Molly ni de ma fille. Quoique cela n'eût plus guère d'importance désormais. Mais, à mon grand étonnement, Astérie se montra gracieuse et encline à bavarder. Elle me pressa de questions, non à propos de Molly, mais du fou, au point que j'en vins à me demander si elle ne s'était pas bel et bien éprise de lui. En de rares occasions à la cour, des femmes s'étaient intéressées à lui et l'avaient poursuivi de leurs ardeurs. Envers celles qu'attirait seulement l'étrangeté de son apparence, il avait fait preuve d'une cruauté impitoyable, en mettant à nu la frivolité de leur inclination. À une époque, une maraîchère était si impressionnée par sa vivacité d'esprit qu'elle en demeurait coite en sa présence. D'après les potins des cuisines, elle déposait des bouquets de fleurs à son intention au pied de l'escalier de sa tour. Et d'aucuns supputaient qu'elle avait à l'occasion été invitée à gravir ce même escalier. Pour finir, elle avait dû quitter Castelcerre pour s'occuper de sa vieille mère dans quelque village lointain,
Et, à ma connaissance, l'affaire s'était arrêtée là. Pourtant, si peu que j'en susse sur le fou, je n'en dis rien à Astérie, et je détournais ses questions par des réponses banales. Le fou et moi étions des camarades d'enfance, mais nos devoirs respectifs ne nous avaient guère laissé de temps pour devenir intimes. C'était très près de la vérité, pourtant, je le voyais bien. La ménestrelle s'agaçait de mes faux fuyants, tout en s'en amusant. Ses autres questions étaient tout aussi inattendues. Elle me demanda si j'avais jamais cherché à connaître le vrai nom du fou. À quoi je répondis que, n'étant même pas capable de me rappeler celui que ma propre mère m'avait donné, j'hésitais à interroger les autres sur ce sujet. Elle se tut un moment, mais voulut ensuite savoir comment elle s'habillait enfant. Ma description de ses habits de bouffon, qui changeaient avec les saisons, la laissa insatisfaite, jusqu'à ce que je lui affirme en toute honnêteté ne l'avoir jamais vue, avant Jampe, autrement qu'en tenue de fou. À la fin de l'après-midi, nos échanges de questions et de réponses tenaient plus de la joute que de la conversation, et je fus soulagé de rejoindre le reste du groupe dans le camp dressé à quelque distance de la route. Malgré cette précaution, Caudron ne me laissait pas un instant de répit, et ajouta ses propres corvées aux miennes afin de m'occuper l'esprit. Le fou prépara un ragoût fort passable, en puisant dans nos réserves et dans la carcasse du sanglier. Le loup, lui, se contenta d'un cuisseau prélevé sur l'animal. À peine le repas achevé et la vaisselle débarrassée, Caudron étendit son carré de tissu et sortit sa poche de cailloux. Maintenant, voyons ce que vous avez appris, me dit-elle. 5 ou 6 parties plus tard, elle me dévisagea, la mine renfrognée. Vous ne mentiez donc pas s'exclama-t-elle d'un ton accusateur. À quel propos? À propos du loup qui aurait trouvé la solution. Si vous aviez découvert seul cette stratégie, vous joueriez différemment. À présent, mais comme on vous a fourni la réponse, vous ne la comprenez pas complètement. À cet instant, le loup se leva en s'étirant. Vos cailloux et votre bout de tissu me fatiguent, me dit-il. Moi, quand je chasse, je m'amuse davantage. Il y a de la viande à la fin. Tu as faim? Non, je m'ennuie. Du museau, il poussa le rabat de la tente et il sortit dans la nuit. Caudron le regarda s'en aller avec une petite moue. J'allais demander si vous ne pourriez pas travailler ensemble sur ce jeu. Il m'intéresserait de voir comment vous jouez. À mon avis, il l'a senti venir, marmonnai-je, un peu contrarié qu'il ne m'ait pas invité à l'accompagner. 5 parties plus tard, la brillante simplicité de la tactique du nœud coulant qu'avait appliqué Œil de Nuit m'apparut enfin. Elle était évidente depuis le début, mais j'eus soudain l'impression de voir les pierres se déplacer au lieu de rester inertes sur les intersections de la grille. Et, à la partie suivante, je l'employais et remportais le jeu sans difficulté, ainsi que les 3 suivants, car j'avais compris qu'on pouvait aussi l'utiliser dans la situation inverse. À ma 4e partie gagnée, Caudron ôta tous les cailloux du carré de tissu. Autour de nous, nos compagnons dormaient déjà tous à point fermé. Caudron jeta une poignée de brindilles dans le brasero pour nous donner un peu de lumière, puis, à geste vif, ses doigts nueux redisposèrent les pierres sur la grille. Là, encore, c'est à vous de jouer, me dit-elle. Mais cette fois, vous ne devez placer qu'un caillou blanc. Un petit caillou blanc sans pouvoir, mais qui peut vous faire gagner. Réfléchissez bien. Et pas de triche. Laissez le loup en dehors. Je contemplais l'agencement du jeu pour le fixer dans mon esprit, puis m'allongeais pour dormir. Le problème qu'elle me soumettait me paraissait insoluble. Je ne voyais pas comment gagner avec une pierre noire, et encore moins avec une blanche. J'ignore si le jeu en fut la cause, ou bien notre éloignement de la route. Mais je sombrai rapidement dans un sommeil sans rêve, qui se poursuivit presque jusqu'au point du jour. Alors, je rejoignis mon loup dans ses folles errances. Œil de Nuit avait laissé la route loin derrière lui et explorait avec entrain les versants avoisinants. Nous tombâmes sur 2 félins occupés à dévorer un animal qu'ils venaient d'abattre, et il passa quelque temps à les asticoter en tournant autour d'eux, juste hors de leur portée pour les faire feuler et cracher. Voyant que nous n'arrivions pas à les détourner de leur repas, nous renonçâmes à notre jeu
et reprîmes la direction de la yourte. À l'approche du camp, nous rôdâmes autour des gepas pour les inquiéter et les obliger à se regrouper dans une posture défensive. Puis nous les fîmes tourner en rond juste devant la tente. Le loup s'insinua dans la yourte, et j'étais encore avec lui quand il donna un rude coup de museau glacé au fou. C'est bon de voir que tu es encore capable de t'amuser, me dit-il, alors que je séparais mon esprit du sien et m'éveillais dans mon propre corps. Oui, très bon, acquiesçai-je. Et je me levai pour accueillir le jour.